Juste 2 associations. Il y a Racine coréenne, donc, qui regroupe les adoptés de Corée, et la Voix des adoptés regroupe les adoptés donc, de tous les pays. Voilà. Non, puis donc, il y a des associations d'adoptés par pays d'origine ou de parents de parents. Est-ce que ce sont des associations qui s'adressent également à des parents, des futurs parents adoptifs, par exemple Blandine Bouillet? Est-ce que vous avez été mis en contact avec ce genre d'association? Avec des associations qui regroupent des parents, essentiellement c'est EFA, nous sommes adhérents de EFA 77, puisque nous venons de Seine-et-Marne. Donc c'est une association qui nous a été présentée dès le début de notre démarche d'agrément, pour justement nous permettre de rencontrer des parents, des enfants adoptés, des parents comme nous en situation de se poser des questions. Et ça, oui, on a été très, très fortement sollicités à rencontrer un maximum effectivement de personnes pour avoir des témoignages, pour pouvoir échanger. Parce que, Notre leitmotiv dans l'association, c'est les adoptés doivent s'exprimer. C'est vrai que dans des émissions, on a toujours entendu les parents. On n'a rien contre, et heureusement que vous êtes là, et merci encore. On a beaucoup entendu de pseudo-professionnels de l'adoption. Alors c'est tout le temps des psychiatres, des psychologues. Alors ça laisse un peu imaginer pour le public que dès qu'il y a on entend adopter, il y a psychologue et psychiatre. Donc maintenant, on a envie de s'exprimer, et on va voir les parents, on discute avec eux, futurs parents, parents qui ont déjà adopté depuis pas mal de temps, enfants adoptés qui ont retrouvé leur famille, enfants adoptés qui n'ont pas retrouvé leur famille. Tout cela est vaste, et c'est un échange qui est bénéfique pour les deux parties, je vous le promets. Alors tout de suite, dans pas longtemps, on va regarder une interview de Céline Giraud. Mais juste avant, je voudrais quand même qu'on revienne sur les pratiques illégales, en particulier le trafic d'enfants. Aujourd'hui, ça a été réglementé grâce à la Convention de la Haye, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Caroline Mécari, très succinctement, la Convention de la Haye est une convention internationale qui permet la reconnaissance des jugements d'adoption qui sont prononcés dans les pays qui sont signataires de cette convention, et qui impose à chacun des pays signataires de mettre en place une autorité entre guillemets centrale qui va centraliser les demandes d'adoption pour pouvoir vérifier que, on va dire que les procédures internes à chaque pays ont été respectées. Voilà. Mais tous les pays du monde ne sont pas signataires de la Convention de la Haye. Donc bon, voilà, il y a du travail. Cela dit, tous les pays n'autorisent pas l'adoption à des personnes étrangères. Pourquoi? Je crois qu'il faut poser la question aux États. D'abord parce que... Déjà, je sais qu'en Inde, on refuse de laisser adopter par des étrangers parce qu'ils ne sont pas mariés, ou bien parce qu'ils sont homosexuels, ou parce que c'est une mère, mère célibataire. Et il est assez étonnant que... je prends l'exemple de l'Inde, parce que je travaille aussi avec l'Inde. J'essaie de sensibiliser aussi l'Inde à essayer de promouvoir l'adoption autochtone, à aussi développer aussi des structures d'accueil pour les mamans. Donc, plutôt que de prôner l'adoption, essayer de lutter contre l'abandon des mamans biologiques. Et en Inde, donc, il y a tout ce travail qui est là. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'en Inde, on se pose des questions. On a envie quand même que l'enfant qu'on va envoyer à l'étranger soit dans une famille stable. Alors, toute la question, évidemment, c'est l'homoparentalité ou le célibat. Mais il est normal que, en tant qu'Indien, on ait déjà l'enfant, avant, il a été abandonné, il n'a plus de structure, disons, parentale claire, puisqu'il a été abandonné. Il est normal qu'il soit protégé par une adoption, si elle est internationale, par un père et une mère qui sont quand même garants de sa protection et c'est difficile, mais il y a des raisons. Son évolution psychologique. Il ne faudrait peut-être pas rendre les choses faciles à n'importe quel prix. Tout de suite, je vous propose d'écouter les propos de Céline Giraud, donc auteure d'un livre sorti récemment aux éditions Flammarion. J'ai été volée à mes parents. Elle nous raconte son expérience d'enfant péruvienne. Elle a été donc adoptée par une famille française, et un jour, elle part à la recherche de sa mère. Elle découvre une terrible vérité. C'est une interview de Jean-Christophe Bacry. Céline Giraud est encore tout bébé quand elle est adoptée au Pérou par une famille française. Une enfance tranquille dans un foyer heureux dans lequel le sujet de son adoption n'a jamais été un tabou. C'est à 23 ans que la vie de Céline bascule. En recherchant sa mère biologique, elle apprend qu'elle a été enlevée par des trafiquants d'enfants. Donc j'ai été adoptée au Pérou en 1980 alors que j'étais tout bébé. Et ça s'est très bien passé. Mes parents m'ont toujours traité comme si j'étais un enfant biologique.
un petit frère qui a été adopté aussi. J'ai eu une enfance tout à fait normale, heureuse, une adolescence pareille. Et à l'âge de 20 ans, à l'âge où j'ai donné vie à mon premier enfant, donc Lisa, ma petite fille, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur mes origines et c'est de là qu'est partie toute la recherche, non seulement mes origines, on va dire, culturelles et aussi mes recherches familiales. Jusqu'à ce que je découvre un peu le poteau rose. C'est-à-dire que quand j'ai retrouvé ma mère, j'ai découvert que j'avais été victime de trafic d'enfants. Donc j'avais été volée à la naissance et remis ensuite à l'adoption avec un faux consentement. J'ai recherché ma mère et c'est une personne qui s'est chargée justement de faire les démarches à Lima pour la retrouver et quand ma mère a été localisée et qu'ils ont pris contact avec elle, c'est comme ça qu'ils ont su toute la vérité qui ensuite m'a été rapportée. Ils ont demandé à mes parents environ $3 500 et voilà, à mes parents adoptifs. Mes parents adoptifs de bonne foi pensaient vraiment que c'était justifié. Il faut savoir qu'au Pérou, par exemple, un salaire moyen c'est $120 quoi. Donc quand ils parlent de 3500 par exemple, l'entretien d'un enfant, je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, c'est sûr. Forte de son histoire, Céline reconnaît que l'adoption reste un parcours du combattant pour la famille d'accueil, mais elle souhaite transmettre une image positive de l'adoption. J'avais envie de raconter mon histoire parce que cette histoire de trafic d'enfants, c'est quand même quelque chose de très lourd à porter, sachant que je ne suis pas la seule enfant adoptée concernée, il y en a d'autres. Et je me suis dit, si je ne dis rien, si je n'en parle pas et si personne n'en parle, je ferai partie du côté des personnes qui savent mais qui ne disent rien. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'a mis en colère quand j'ai découvert mon histoire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre. Les gens qui font des trafics d'enfants, c'est l'argent qu'ils demandent aux parents, qu'ils le justifient comme si c'était de l'argent pour un orphelinat ou pour une démarche chez un avocat, l'avocat qui des fois lui-même est corrompu, touche une commission sur ce qui... Alors du coup, les sommes sont démesurées, c'est-à-dire que ça va tourner vraiment mais des sommes extravagantes, alors qu'on se dit finalement dans ces pays qui sont pauvres quand même généralement, c'est sûr que par exemple on va parler de $1000, ça représente le salaire de combien d'années ? $1000 par exemple. Alors on se dit, quand des adoptions, on nous dit ça coûte 10, 20, 30 000 $, donc là c'est vrai qu'il faut se poser des questions. Disons qu'aujourd'hui, l'image que les médias donnent de l'adoption, à mon goût, est des fois très noire. Et des fois, je pense qu'il faut aujourd'hui voir les enfants adoptés comme des enfants comme les autres. Et ça, je le dis parce que je suis adoptée et j'ai trop souvent porté une étiquette. Donc c'est quelque chose que j'ai envie aujourd'hui de faire passer comme message. L'adoption, ça peut être très positif. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des cas difficiles, il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas dorer l'image comme il ne faut pas la noircir. Mais sinon, c'est une très belle aventure. Voilà, un témoignage donc de Céline Giraud qui repose un petit peu les questions sur cette adoption qui a une image très positive, mais en même temps, il y a des dérapages. Il faut évidemment qu'il y ait des règles. Je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant de l'homoparentalité en matière d'adoption, évidemment. Une question qui fait polémique aujourd'hui, qui alimente pas mal de discussions. Alors pour commencer, quelques chiffres qu'on va voir sur l'écran. Voilà. Quand on demande, il faudrait autoriser le mariage civil et la possibilité d'adopter des enfants aux couples homosexuels, les personnes de moins de 35 ans sont plutôt favorables pour 62%. Et les personnes de plus de 35 ans y sont défavorables. Alors, c'est le hasard des chiffres, à 62% également. Voilà, donc ça date de 2006, c'est tout récent. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, pour résumer, penser que la population actuelle, qui n'est pas encore prête à l'accepter, mais qui va donc être remplacée par la population qui suit, donc les moins de 35 ans, est-ce qu'on imagine que, du coup, ceux qui sont favorables deviendront prioritaires et que donc c'est quelque chose qui va être admis ou pas ? L'homoparentalité. Je voudrais juste rappeler un élément de fait qui existe aujourd'hui. Si on prend l'Europe, il existe aujourd'hui 9 pays européens qui admettent l'adoption par 2 personnes de même sexe. Voilà. Et donc,
je pense que ces pays qui ont ouvert l'adoption à 2 personnes de même sexe ont bien évidemment réfléchi à l'intérêt de l'enfant et qu'on imagine mal qu'un seul de ces pays ait pu adopter une telle loi sans tenir compte de l'intérêt de l'enfant. Donc ce que montre en fait, je trouve, votre sondage, c'est qu'on voit bien le clivage générationnel qui s'explique par l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui ont plus de 35, 40, 50, 60 ans sont des gens qui ont grandi dans une société française culturellement marquée par le fait que l'homosexualité était un acte de délinquance. Je rappelle quand même que l'homosexualité a été dépénalisée en 1982. Donc on comprend bien la différence de clivage. Et je pense que, comme le montre le sondage, dans quelques temps, je ne peux pas vous dire quand parce que je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que la France finira par admettre que 2 femmes ou 2 hommes peuvent adopter, dans la mesure où il s'agit bien de donner un foyer à un enfant qui n'en a pas. Et il y a suffisamment d'enfants dans le monde qui n'ont pas de foyer pour que cela soit possible. Même s'il y a des réticences, comme le rappelait il y a quelques instants Christian, culturelles de la part de pays, ça je l'entends très bien. Mais voilà. Pierre de Balincourt, vous n'êtes pas pour Non, effectivement, je porte-parole de la Life Parade, qui s'est prononcé contre cette année, à l'occasion des élections. Moi, je suis assez surpris que ce soit un thème qui revienne régulièrement, à la télé, dans les journaux, etc., que ce soit un thème de campagne. Je pense que c'est un épiphénomène. Je pense que l'adoption, on le voit bien aujourd'hui, quelque chose qui est quand même très complexe, et que l'homoparentalité n'est qu'un épiphénomène à l'intérieur de l'adoption. Donc, moi, à titre personnel, effectivement, je suis opposé. Notre association est opposée aussi, pour tout un tas de raisons. Je vais rebondir quand même sur ce que disait Caroline Mécari, qui nous parlait des pays européens qui sont en avance. Il faut toujours être en avance, il faut toujours suivre le progrès. Je rappelle que parmi ces pays, il y en a certaines qui mettent des femmes en vitrine. Ça, je suis pas sûr que ce soit un progrès. Je pense effectivement à la Hollande. C'est pas parce qu'il y a des pays autour de la France qui disent « Ok, 2 femmes peuvent élever un enfant » ou 2 hommes peuvent élever un enfant, que c'est bon pour l'enfant. Ce qu'il faut bien voir, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est l'intérêt de l'enfant et l'intérêt de la société. C'est pas parce que nos voisins font ça que c'est bien. Je pense que la France a suffisamment de personnalité et suffisamment intelligente pour ne pas céder aux petits caprices d'une minorité. On le voit bien, il y a des études qui sont faites. La population homosexuelle aujourd'hui en France, elle est très faible. Donc toute cette agitation qui est faite sur cette question est une agitation minoritaire. Et moi je voudrais quand même décommunautariser ce débat parce qu'on parle beaucoup du droit des personnes homosexuelles. Oui, alors, ce droit des personnes homosexuelles, je suis désolé, cette question, elle concerne l'ensemble de la société. Nous, on a beaucoup parlé avec le sénateur Bedeau, qui est l'ancien président de l'association Allo Enfance Maltraitée, ancien président de conseil général, donc il a eu quand même une réelle expérience, qui a sorti un bouquin « Oui chez le notaire, non chez le maire ». Donc lui, en 98-99, il avait voté le Pacs dès la première lecture, en disant oui, effectivement, il faut un certain nombre de droits pour les personnes homosexuelles, et c'est normal dans un pays comme la France. Il nous a expliqué qu'il y a chaque jour des parents qui laissent leurs enfants orphelins, brusquement. Maladie, accident, que sais-je. Ce sont ces enfants qui, demain, seraient susceptibles d'être adoptés par un couple d'hommes ou un couple de femmes. Moi, je suis fiancé, je m'apprête à me marier. Peut-être que demain, j'aurai des enfants. Si je ne peux pas en avoir, peut-être qu'on se lancera dans une procédure d'adoption. Je n'en sais rien, je ne sais pas de quoi demain est fait. Si un jour, je suis papa, et que malheureusement, je dois laisser mes enfants brusquement orphelins, je ne souhaite pas, pour leur intérêt, qu'ils soient adoptés par un couple d'hommes et un couple de femmes. Donc ce débat me concerne directement. Ce débat me concerne directement. Vous préférez qu'il reste dans un orphelinat ou à la DAS? Alors ça, pour moi, cette conception de l'intérêt de l'enfant, elle me semble extraordinaire. J'aimerais quand même juste réagir. On a vu qu'il y avait quand même un certain nombre de couples. D'ailleurs, je crois que ce que nous disions, c'est que c'est pas possible. Ce qu'on disait avec madame. C'est vraiment pas tous en même temps, par contre, qu'on vous entend quand même. J'aimerais bien juste terminer. Il y a quand même un certain nombre de couples, et il y en a beaucoup. On a vu ces chiffres au début. 25 000 couples en attente d'adoption aujourd'hui, avec un agrément. Donc sans compter ceux qui sont en train d'essayer d'avoir cet agrément. 5 000 enfants adoptés. On a vu ce décalage. 11 millions d'enfants qui sont, selon l'UNICEF et l'ONU-SIDA, orphelins dans le monde. 11 millions d'enfants. Alors je peux vous dire qu'à côté des 25 000, Christian, 11 millions de couples homosexuels près les... Ah mais non, mais je parle... Non, mais bien sûr que non. Non, mais c'est pour vous dire que si vous voulez, si c'est une histoire de concurrence, il ne doit pas y avoir de concurrence entre les parents hétérosexuels, les parents homosexuels, les célibataires et les gens mariés. On va écouter Martine un petit peu, s'il vous plaît. L'homosexualité, c'est qu'on ramène ça au sexe. Oui, ça c'est clair. Alors que c'est
largement au-delà. Alors, ça a été élevé par 3 femmes, 3 mamies. Bon, elles n'étaient pas homosexuelles, hein. C'était 3 sœurs. Et je préfère quand même avoir... Voilà. Non, mais bon, cela dit, il n'y avait pas d'homme à la maison, donc on retombe un peu quand même. Il y avait 3 femmes, donc pas de repère masculin. Et ça a très bien réussi. Je veux dire, je préfère avoir atterri chez ces dames-là, avoir eu un foyer, que de continuer à être un foyer et à la DAS. Voilà. Donc effectivement, si on peut donner des parents aux enfants, qu'ils soient homosexuels ou pas, pourquoi pas. Le tout étant de respecter... Là, on est dans un schéma finalement à peu près identique. Le tout étant de respecter la procédure, c'est-à-dire vérifier que les candidats sont aptes à accueillir. Christian Demantier. En fait, moi, j'ai une position très particulière parce que je ne suis ni catholique, ni homophobe. Moi, dans ma situation personnelle, j'ai été adopté par... Voilà. Je voudrais simplement dire que j'ai été adopté par des parents hétérosexuels. Ils ne s'entendaient pas du tout entre eux et ils ont probablement caché leurs problèmes identitaires par l'adoption. Et ce qui s'est passé de très intéressant dans ma vie, c'est qu'à 22 ans, moi, j'ai fait la connaissance, en fait, d'un homme, en fait, qui avait l'âge d'être mon père, qui était homosexuel. Mais ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il y a eu un choix d'adoption qui ne s'est pas fait par une légalisation qui m'a été imposée. C'était ce que j'appelle un processus de parentalisation, donc en dehors du domaine juridique. Ça a été à la fois mon père, ma mère, parce que c'est vrai que l'avantage avec un homme homosexuel, c'est qu'il y a la part féminine et masculine dans laquelle je me suis retrouvé. Mais la différence, c'est que j'ai pu le choisir. J'ai pu le choisir. Ça n'a pas été imposé de manière légale. Le fait qu'ils soient homosexuels, ça vous a pas du tout gêné? Mais ça ne m'a pas gêné, mais il ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Et quand il ne m'a jamais imposé quoi que ce soit, parce que ça a été naturel, ça a été réciproque, ça a été une adoption réciproque. Par contre, je trouve que ce qui est un petit peu brutal, je trouve, pour n'importe quel enfant, c'est même de lui imposer, même 2 parents hétérosexuels, hein, de lui imposer 2 parents hétérosexuels, 2 parents homosexuels, par la légalisation. Par contre, je connais des cas d'enfants qui, ils ont appris que leur père, donc ils sont de parents divorcés, le père s'est avéré après homosexuel et alors s'est mis en couple avec un autre homme, mais c'est un petit peu différent d'une légalisation, parce que l'enfant a des points de repère. Ce que vous trouvez violent, en réalité, c'est le fait qu'on impose à un enfant des parents qu'il n'a pas choisis, sauf que quand même, je rappelle que... Oui, hétéro ou homo, c'est pas... Mais on les choisit jamais, ces parents. On les choisit jamais. Tous en même temps, s'il vous plaît, juste pour que tout le monde puisse suivre. On les choisit jamais, ces parents. Et puis, je pense que ce qui est difficile, en fait, c'est le regard que vous portez sur l'homosexualité. Si vous n'avez pas... Non, mais je parle pas de vous, je parle de monsieur. Moi, je suis pas homophobe. Non, mais j'ai pas dit qu'il est... Mais je dis pas qu'il est homophobe. Je dis qu'il a un regard... Comment dire... C'est un regard au fond, parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange en fait dans l'homosexualité. Mais si. Alors, excusez-moi, on va laisser répondre. Je pense que c'est un procès d'intention. Pas du tout, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec ça. J'espère que ça n'en est pas, mais ça y ressemble. Non, j'ai pas l'habitude de faire des procès, je défends les gens dans des procès, c'est pas pareil. Bah oui, il faut rééquilibrer le week-end. Moi, je pense, quand j'étais en école de commerce à Paris, j'ai vu des personnes homosexuelles me pleurer dans les bras en me parlant de leur homosexualité. Mais vous avez exactement l'inverse. Enfin, vous avez de tout. Moi, j'ai vu des homosexuels me pleurer dans les bras. C'est pareil. Enfin, je veux dire, on ne peut pas généraliser à partir de ce que vous dites. Si on part d'une manière empirique, vous avez autant d'exemples que moi j'en ai. Ça n'est une démonstration de rien du tout. Mais moi, je suis contre une légalisation. Voilà. Parce que la légalisation, c'est une démonstration de rien du tout. La légalisation empêche... Effectivement, je savais ce que c'était. La légalisation empêche l'enfant, qui vient d'ailleurs, qui vient de l'étranger ou qu'il soit français ou belge ou suisse, en fait, d'avoir un choix. Alors, on n'arrête pas de me dire partout, oui, mais un enfant, même biologique, ne choisit pas d'être né. Je vous rappelle quand même qu'un enfant adopté a une histoire préalable. Et une histoire qui est, excuse-moi, Guillaume Luc, qui est traumatisante. Alors, on ne va pas le mettre, que ce soit chez des parents hétérosexuels qui ont des problèmes identitaires ou des parents homosexuels qui ont aussi des problèmes identitaires, de manière où on va laisser faire ce qu'on peut au nom de la démocratie. Je voudrais, s'il vous plaît... Les homosexuels qui adoptent, ils n'ont pas forcément des problèmes. Enfin, le père n'est pas toujours alcoolique et la mère n'est pas toujours le trottoir. Il y a des parents homosexuels qui caricaturent souvent en disant « Ah bah oui, mais il serait tellement plus heureux avec deux pères qu'il aime et 2 femmes qu'il aime. » Je voudrais qu'on écoute Blandine Bouillet un petit peu sur la question aussi. Moi, je vais reprendre des propos qui m'ont été que j'ai entendus très récemment lors d'une conférence qui était donnée par Lévi Soussan, exactement. Donc, qui se mettait tout à fait en dehors du débat
droit, homosexualité, tout ça, qui voyaient ça avec un point de vue de construction psychique. Et qui restait vraiment sur son point professionnel, ça, en disant, de toute façon, un être humain se construit avec deux parties, une partie féminine, une partie masculine. Dans tout être, on a ces deux capacités. Et l'enfant n'arrivera à se construire de façon stable qu'en ayant ces deux images sous le nez. Et ces deux images, c'est un homme et une femme à la maison. Qu'ils soient mariés, que ce soit un couple. Il ne rentrait pas dans ce débat-là. Mais dans ces conditions-là, il faut rappeler. Alors donc, il faut interdire l'adoption par une personne célibataire, qu'elle soit femme ou homme. Il faut obliger les femmes qui ont des enfants seuls à se marier. Il faut obliger les veufs avec des enfants à se marier. Il faut poser les choses logiquement jusqu'au bout. Par rapport aux mères célibataires, il a fait une réflexion qui était très juste, qui disait, il y a des mères célibataires qui disent moi je veux adopter, mais de toute façon les hommes c'est tous des machins, donc et qui ne laissent pas la place masculine à côté d'elles. Et d'autres femmes qui disent la vie a fait que je n'ai pas pour le moment, mais voilà, et cette place existe. Donc dans le couple, et donc l'enfant voit sa mère seule, d'accord, mais s'il vous plaît, je voudrais qu'on écoute et qu'on entende, qu'on suive. Voilà, l'enfant prend conscience qu'à côté de cette femme, il pourrait y avoir un père, une identité masculine, parce que la femme a laissé la place. Et il dit, pour moi, ça, des femmes célibataires qui ont ce discours, ça ne me pose aucun problème. Pour ma part, j'étais adoptée par une mère célibataire. C'est pas pour autant aujourd'hui que je suis homosexuel. Ça, c'est important à dire. C'est-à-dire que une mère célibataire. Voilà, par une mère célibataire, le cadre, pour moi, n'a pas changé. Seulement, elle a fait une chose qui est bien, c'est-à-dire qu'elle m'a permis, alors je dis ça entre guillemets, de rencontrer des hommes. C'est-à-dire que j'ai eu la présence de mon grand-père, de mes oncles qui a été importante. J'ai fait du scoutisme aussi, donc elle m'a donné aussi ce cadre-là. Donc là-dessus, moi, D'accord. Mais je suis désolée. Je voudrais vraiment qu'on réponde à des questions SMS parce qu'il y a quand même des gens qui nous ont envoyé leurs commentaires ou leurs questions et j'aimerais qu'on puisse au moins en traiter une. Alors, parce qu'en plus, on est vraiment en fin d'émission, donc on va répondre très vite. Monsieur l'Empereur à Massy, alors il nous dit « Ma femme est étrangère, j'élève ses enfants et depuis longtemps. On a refusé que je les adopte depuis la mort de leur père. Que faire ?» Mais il est marié ou pas? Parce que normalement, s'il est marié... On lui a pas demandé, c'est une question SMS. Non, mais s'il est marié, normalement, il a la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint. C'est une possibilité ouverte par le droit français. Donc ça fait partie des choses qu'il peut peut-être envisager, se marier. Oui, enfin, mais je comprends. Enfin bon, voilà. Non, théoriquement, c'est possible. Bon, j'espère qu'on aura répondu à Monsieur l'Empereur à Massy. Merci de nous avoir envoyé votre SMS. On ne pourra pas traiter malheureusement les autres questions. Je voudrais qu'on conclue sur le thème du jour. Pourquoi l'adoption, c'est difficile ? Est-ce qu'il faut la rendre plus facile ? On a bien vu que c'était un problème complexe, et pour l'enfant, et pour les parents, et pour toutes les démarches aussi. Alors, on va prendre deux avis. Christian, je pense qu'il ne faut pas la rendre plus facile, justement. On n'est pas dans un marché de bestiaux. Il s'agit d'un enfant. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut accompagner les futurs parents adoptifs, qu'ils soient hétérosexuels, homosexuels ou je ne sais pas quoi, mais qu'on les accompagne avant, qu'on travaille leur motivation et qu'ils soient accompagnés après. C'est le but alors moi, je suis... C'est l'image de l'adoption. Pardon Il faut la positiver. Je pense qu'il faut que les parents adoptifs soient préparés véritablement à ce que c'est, à qui est un adopté, à son histoire, mais aussi à bien comprendre les motivations qui sont parfois enracinées dans une histoire qui est très compliquée. Et il ne faut pas que l'adopté remplisse le vide des parents, parce qu'il ne va pas remplir le vide des parents. Il faut donner des parents aux enfants. Mais oui, et comme le dit Martine, on peut... entre les trois intérêts en présence, en réalité. Donner des parents à un enfant. Il faut donner à la fois respecter en fait l'intérêt des parents d'origine, l'intérêt de l'enfant et l'intérêt des parents adoptifs. C'est ces trois intérêts-là qu'il faut arriver à harmoniser pour le bien de chacun, en fait. Très bien. Cette définition a donné que c'est l'adoption, c'est donner des parents à un enfant. Donner des parents à un enfant et tenir compte des trois données qui viennent d'être citées. Je pense que c'est quand même hyper important, une harmonie à trouver. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous propose, avant de nous quitter, quelques ouvrages comme chaque semaine. Alors, l'adoption chez PUF de Caroline Mécari qui était avec nous aujourd'hui, c'est un que sais-je. Voilà, je la remercie au passage d'avoir participé à cette émission. Et puis Christian de Mortier, aux éditions du Jubilé, il a écrit L'adoption et sa face cachée.
Aussi Céline Giraud, que vous avez vu tout à l'heure en interview. J'ai été volée à mes parents chez Flammarion. Il est toujours trop tard aux éditions Talleyrand de Martine Venel. Voilà, c'est celui-ci. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Évidemment, c'était un peu court pour parler d'une démarche pareille. Je vous propose tout de suite de retrouver les prochains thèmes des émissions Kékéfé. Regardez ce qui vous attend. Samedi 31 mars, Kékéfé essaiera de répondre à la question « Y a-t-il trop de sexe partout ?» Vous pensez que la sexualité est trop présente dans les médias. Vous êtes inquiet par la banalisation du sexe et condamnez les pop-up en chaîne sur Internet. Vous pensez au contraire que l'on doit vivre avec son temps et accepter cette liberté de ton. Vous trouvez enfin que le sexe a une place justifiée sur nos écrans et ça ne vous pose aucun problème. Samedi 7 avril, Kékéfé se demandera à quoi servent réellement les psys. Vous avez fait une analyse ou une psychothérapie et vous êtes satisfait, ou au contraire, ça ne vous a rien apporté. Vous pensez que les psys peuvent aider dans certains cas à se sentir mieux, ou vous n'y croyez pas du tout. Vous avez fait une dépression et ressentez le besoin d'être aidé, ou vous considérez la dépression comme le mal hypocondriaque du siècle. Pour en parler sur le plateau ou par téléphone, ou bien participer à notre émission, appelez-nous au 06 21 69 34 21 ou envoyez-nous un mail à l'adresse suivante kékéfé@direct8.net. Voilà, vous l'avez compris, vous voulez participer aux émissions, vous voulez nous envoyer des questions, eh bien c'est très simple, kékéfé@direct8.net. Eh bien rendez-vous donc samedi prochain à 14h avec Il y a trop de... Je suis fatiguée moi, y a-t-il trop de sexe partout? Merci à tous, merci à l'équipe technique et en régie sur le plateau Jean-Yves Dolou, le réalisateur. Merci à Jean-Christophe Bacry, Maxence Laviolette qui m'ont assisté et Claire Vieille à la production. Voilà, ciao, bye bye. Demain c'est là le paradis. Demain. Ils se considèrent comme frères et sœurs déjà Oui, ou pas? absolument. Ouais. Oui. Ils ont combien de temps de différence, ces deux enfants? Ils ont 9 mois de différence. 9 mois, ouais, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Pourquoi avoir adopté plutôt que de fabriquer un deuxième bébé? Bon, j'avais déjà vécu en Haïti étant enfant pendant 3 ans et j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de parents et j'avais vu une misère absolument incroyable et j'avais été très très sensible à ça. Et j'avais toujours pensé, si un jour je suis dans une position où ça m'est possible, j'aimerais bien adopter un enfant. Et j'aimerais bien aussi pouvoir concevoir, avoir un enfant. Donc lorsque j'ai rencontré mon mari, ça a été une des premières questions que je lui ai posées. Et il m'a dit immédiatement oui. Oh. D'accord. Comment on fait, Daniel, pour transformer un acte cruel, à savoir un enfant qui change de parents, en acte d'amour qui finalement fait le bien de tous, aussi bien ses autres parents que vous, qu'elle même? Oui, alors je pense que dans cette histoire, dans ce malheur, il y a eu la possibilité de ne pas... Je sais que ses parents l'aimaient, je sais que ses parents l'aiment, et je voulais pas... je me suis dit, pourquoi enlever à cet enfant qui a des parents qui l'aiment, des parents? Pourquoi lui enlever quelque chose? Plutôt lui donner tout, les autres parents, puisque en fait, nous, en tant que parents adoptifs, on a ce pouvoir, cet incroyable pouvoir, en fait, on a... Tous les pouvoirs? Oui. On a les pouvoirs d'envoyer simplement une photo une fois par an avec une lettre peut-être, si on sait que les parents sont en vie, peut-être au travers d'un orphelinat, ou alors... On a le pouvoir aussi, quand c'est possible et quand l'histoire le permet, d'avoir le courage d'aller voir ces gens et de... le courage ou l'inconscience, hein, pardonnez-moi, mais ça peut aussi faire des dégâts. Je pense, dans mon cas, je n'ai pas eu l'impression que ça a demandé du courage, mais il y a beaucoup de gens qui ont très très peur de ça. Ils se disent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Et en fait, à ce moment-là, lorsque j'ai rencontré les parents de Stéphania, toutes les barrières sont tombées. On était des êtres humains et attention, débarquement d'enfants. Il y avait quelque chose de très important. On va essayer de comprendre comment s'est passée cette histoire à travers ce reportage et puis on reviendra plus en détail sur comment s'est construite cette petite famille que vous voyez à l'image. Voici donc le reportage de Mathieu Huchet et de Olivier Dorin. Lequel on va choisir, Samuel d'Arbre? Stéphania? Il faut un petit, un pas trop grand, un pas trop grand.
Voilà Stéphania, elle va avoir 4 ans le 24 décembre. Elle est avec nous depuis donc 11 mois et c'est son premier Noël avec nous. Est-ce que le Père Noël va t'apporter quelque chose, Stéphania? Qu'est-ce qu'il va t'apporter le Père Noël? Shelly. Stéphania a vu le jour en Haïti. Placée dans un orphelinat, elle a été adoptée par Daniel et Jorg, un couple franco-allemand installé à Francfort. Super. Bravo Stéphania, tu es forte. Maman, et Daniel et son mari auraient pu avoir un enfant naturel, mais après la naissance de leur fils Samuel, ils ont fait le choix d'adopter une petite sœur. Oui. Viens là, viens. Tu vas voir, dans le papier, il y a les boules de Noël. Viens. Daniel, vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Stéphania? Vous l'avez eu dans les bras ou la première fois que vous l'avez vue? Elle était très calme et je l'ai prise dans mes bras et je l'ai assise avec ses jambes de chaque côté et son cœur battait très vite. Et j'ai compris qu'elle avait très peur. J'arrêtais pas de la regarder. J'avais même pas eu de photo d'elle avant. Maman. Donc je savais pas du tout à quoi elle ressemblait ni comment elle était. On m'avait dit quelque chose, mais on aurait pu dire ces choses-là de n'importe quel enfant. Comme ça, en haut? Non, en haut c'est moi, mais en bas c'est Stéphania. Oui. Regarde comme elle a bien fait, Stéphania. C'est moi qui ai fait ça. Elle apprend très vite, Stéphania? Oui, incroyablement vite. Au début, on avait des problèmes pour se comprendre et elle était assez frustrée. Et je crois qu'au début, il y a eu beaucoup plus de crises parce qu'elle était assez frustrée de ne pas s'exprimer, de ne pas pouvoir s'exprimer, aussi de ne pas pouvoir comprendre. Et il faut dire que c'était assez difficile d'arriver dans une maison où il y avait 3 langues dès le départ. Et puis bon, maintenant, elle n'a plus de problème. Hein. Tu comprends, Stéphania, tout ce qu'on se dit? You understand in English und auf Deutsch auch, oder? Ja. Qu'est-ce que c'est ça? Chocolat. Bravo. Qu'est-ce que c'est ça? Sucré. Peut-être que plus tard, ils se poseront des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même couleur? Bon, mais Stéphania sait très bien qu'elle est née d'une maman couleur chocolat. Elle dit ça. Elle dit que sa maman a la couleur chocolat. Et donc, ça explique la différence de peau. Mais on a expliqué aux enfants que les parents sont les gens qui élèvent l'enfant. Tout ce qu'on a dû faire pour arriver jusqu'à Stéphania, ça a été tellement long, tellement incroyable et rempli d'émotions. C'est comme un accouchement. Bye bye Stéphania, au revoir. Au revoir chérie. Certains disent que rien ne remplace le lien du sang. C'est pas comparable, adopter un enfant de quelqu'un d'autre et le lien du sang. Ils ont peut-être pas essayé. Pour vous, il n'y a aucune différence, vraiment, au fond de votre chair On a dû s'habituer à Stéphania. Il est clair qu'on connaissait Samuel depuis la naissance. Et j'étais plus habituée à Samuel. Je le connaissais très bien. Donc quand il pleurait, par exemple, je savais pourquoi il pleurait. Alors que pour Stéphania, c'était pas le cas et j'ai dû apprendre à la connaître. Mais je sais pourquoi elle pleure maintenant. Si elle pleure, je sais pourquoi elle rit. Je sais ce qui la fait rire. Je sais ce qui lui fait plaisir. Non. Et toi aussi, Samy, ok? Oui. Fais comme ça. Voilà. Un Père Noël. Look, Samuel, look at Stéphania, she's cool. Je pense que mes enfants ont une meilleure relation entre eux que beaucoup de frères et sœurs. Ils se disputent pratiquement jamais. Bon, de temps en temps, ça crie un peu, mais en règle générale, il n'y a pas... Bonjour. Ils s'aiment beaucoup et ils se protègent. Ils s'aiment beaucoup, vraiment. Peut-être qu'on les a bien préparés. Mais je pense qu'ils ont un caractère compatible aussi. Je sais pas. C'est peut-être ça. Et Samuel protège Stéphania? Oui, et Stéphania protège Samuel. Bonne nuit. Bonne nuit. Lors de son passage en Haïti, Daniel a retrouvé et rencontré ses parents biologiques, 2 mères, 2 pères. Stéphania a 4 parents qui s'écrivent et échangent des photos. Maman est venue et moi et ma Kenson et papa Vilvert. Et c'est où ça? C'est où? Tu sais où c'est? Non? En Haïti? En Haïti, oui. D'accord.
Parti seul chercher Stéphania, Daniel a voulu tout filmer. Hey! Yeah, she's lovely. C'est ton papa, Stéphania, ça. Fais un bisou à ton papa. Fais-lui un bisou. Après une si longue période d'attente et d'incertitude, c'est tellement super de voir Daniel et Stéphania pour la première fois. Parce que bien sûr, on n'avait vu aucune photo avant, on ne savait pas à quoi elle ressemblait. En fait, on a vu juste une description de la part de Daniel. Non? Des images pour que sa famille sache d'où elle vient, des images pour que sa fille n'oublie pas son histoire. Stéphania, tu as chaud? Oui, hein, il fait très chaud. Hein. Viens, maman, t'es sûre avec son pull. Quand c'était... En fait, on revenait juste de l'orphelinat. On avait été dire au revoir à toutes ses amies parce que Stéphania était très, très déprimée. Et on était retourné à l'orphelinat pour dire au revoir à tout le monde. Hein. Tu avais dit au revoir à tes amis. Tu te rappelles? Après, tu m'as dit maman. Elle a pris ma main et elle s'est rapprochée de moi et elle a dit je viens avec toi. Et donc, quel soulagement ça a été pour moi parce que j'avais vraiment peur. Je me suis dit et si jamais maintenant elle ne peut plus repartir avec moi. Elle te demande ta maman est venue et ton papa Vilbert? Moi aussi. Moi aussi, il me manque. Dès que possible, on retournera les voir de toute façon. Moi, j'aime beaucoup ses parents aussi, donc... Mais pour vous, c'est pas dur? Parce que c'est être confronté au fait que voilà, que c'est pas l'enfant de votre chair. Non, pour moi, c'est vraiment pas dur. Je l'ai accepté, on voulait adopter un enfant, donc je savais très bien que ce serait l'enfant né à d'autres personnes. Et via Internet, Daniel explique son point de vue aux autres familles adoptantes. Mieux vaut la vérité plutôt que l'oubli. Mieux vaut les lettres échangées avec les parents plutôt que le silence. Chère famille, aujourd'hui nous sommes heureux de vous écrire juste pour vous faire savoir comment nous avons la joie dans notre cœur d'avoir trouvé les photos de Stéphania, Samuel et de Monsieur Jörg. Nous sommes joyeux parce que nous voyons que c'est un beau papa et c'est vraiment une bonne famille. Et nous vous remercions pour votre sagesse, bonté. Et nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait. Et nous vous disons merci, merci et merci. Je sais que ses parents aiment Stéphania, j'en suis sûre. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils ne la voulaient pas. Je pense juste que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Les parents pensaient que Stéphania allait avoir une vie meilleure. Et je sais très bien que pour nous, Européens, assis sur nos chaises confortables, ça paraît une idée absolument incroyable. Mais quand je parle avec des Haïtiens, ils me disent souvent « Mais enfin, tu te rends pas compte, pourquoi tu te sens coupable? Tu te rends pas compte de la chance qu'elle a. » Ses parents biologiques, c'est aussi une partie d'elle. Et si je lui disais « Tu sais, tes parents ne sont pas bien, je sais pas, ils t'ont abandonné, ils ne t'aiment pas », quelque part, elle sentirait qu'une partie d'elle n'est pas bonne puisqu'elle vient d'eux. Et en fait, c'est le contraire. Je suis heureuse, j'aime ses parents. Vraiment, je les aime sincèrement. Tu applaudis, Stéphania. Vous les aimez sincèrement, ces parents? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez ressentir pour des gens que vous connaissez à peine, en fait? Ça va au-delà des mots. Vous savez, lorsque j'ai dit au revoir à ses parents à l'aéroport, parce qu'en fait on s'est vu 3 fois et je leur ai demandé s'ils voulaient venir nous dire au revoir et en fait on a vu ça sur les images. J'ai dit à Stéphania, tout doucement dans son oreille, Stéphania, dis au revoir à ta maman. Et Stéphania s'est tournée vers sa maman et lui a dit au revoir maman. Et sa maman s'est approchée d'elle et elle s'est approchée de moi et elle m'a touchée avec son doigt, elle m'a dit, et elle a dit à Stéphania, c'est elle ta maman maintenant. Et j'ai eu vraiment des larmes aux yeux et je me suis mise à pleurer. Je dis non, ne dis pas ça, toi aussi tu es sa maman. Et vraiment c'est comme ça que je vois la chose. Vous avez l'impression d'élever votre fille ou d'élever sa fille? C'est ma fille et sa fille. C'est ma fille parce que je l'élève et je l'aime et elle est là et je l'aime autant que Samuel et je la protège autant que Samuel et je ferai tout pour elle, autant que je le ferai pour Samuel. Mais elle est aussi sa fille, elle est née d'elle. Et ce serait difficile pour moi d'ailleurs de dire autre chose, puisqu'elle a la même couleur de peau et elle lui ressemble tellement. Parlons de l'éducation que vous donnez à chacun de vos enfants. Vous nous avez dit que
vous essayez de leur donner évidemment autant d'amour, de faire aucune distinction, mais qu'il arrive parfois que vous occupiez un petit peu plus de Stéphania pour qu'elle soit nickel, selon vos propres termes. Oui, c'est vrai que je suis consciente du regard des autres sur ma fille. C'est vrai que je sais très bien, je réalise par exemple que si un jour mon fils et ma fille, si j'emmène mes enfants dans un jardin public et que les enfants jouent et que mon fils a un trou au pantalon, peut-être que personne ne le remarquera, alors que si ma fille a une petite tache sur sa robe ou un trou à sa robe, on va dire « Ah oui, évidemment, ces pauvres gosses. » J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que quand ma fille va dans un magasin, quand elle a 14-15 ans, on la suive à la trace pour voir si elle n'a pas piqué quelque chose à l'étalage. En fait, je pense que si des parents adoptifs adoptent un enfant noir, c'est vraiment une utopie de se dire que le racisme n'existe pas et qu'on ne protégerait pas vraiment nos enfants. Il faut être vraiment vigilant et il faut vraiment se mettre à la place de nos enfants. Noir ou par exemple indien, je vais demander à Christian Demortier de venir nous rejoindre, peut-être pour nous donner son point de vue. Christian, vous avez écouté cette histoire avec beaucoup d'attention, vous allez nous raconter votre point de vue à vous. Bonsoir, bienvenue. Bonne poigne. Christian, vous avez été adopté, vous êtes un enfant adopté à l'âge de 2 ans et demi, vous étiez en Inde, à Pondichéry, dans un orphelinat, et ce sont donc un couple de Français qui sont venus... De Belges, pardon, qui sont venus vous chercher. Vous vous souvenez de ces moments-là ? Vous en avez des traces ? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une thérapie qui a simplement signalé un choc intériorisé quand je suis arrivé à Zaventem, donc, qui est l'aéroport belge, qui fait qu'il y avait une espèce d'euphorie, d'idéalisation de la part de ma famille adoptive. Et je pense que j'ai pas eu le choix. Je suis arrivé à l'aéroport, il y a eu une espèce d'idéalisation, et en fait, ce choc qui était intériorisé du fait de la différence de pays, de couleurs, etc. Ce choc s'est révélé par après. Aujourd'hui, vous définissez votre adoption comme ratée ? Absolument. Oui. C'est-à-dire que vous avez coupé les ponts à 19 ans avec vos parents adoptifs. C'est pas exactement ça. Vous avez quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ça fait combien de temps que vous ne les avez pas vus ? En fait, ça fait une dizaine d'années, disons. Ouais. C'est pas moi qui ai coupé les ponts. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment donné où, au départ, c'est vrai, quand on voit Stéphania, c'est vrai qu'au départ, quand on est petit, moi-même, j'étais petit indien, c'est vrai que j'étais très mignon, une espèce de petit bébé exotique, et c'est vrai qu'on a un regard tout à fait différent vis-à-vis des enfants qui sont exotiques. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce d'idéalisation. Puis malheureusement, j'ai grandi et j'ai l'impression d'avoir été jolie, exotique, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, puisqu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des problèmes de différence et de racisme. Que vous avez ressenti à l'école, autour de vous ? Oui. Quand je dis vous avez coupé les ponts, vous me reprenez, ça signifie quoi ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les années qui passent, on ne se rend pas toujours compte qu'on est malheureux. C'est-à-dire quand on est enfant, quand moi j'étais enfant, j'étais premier de classe, assez surdoué à l'école. Je savais même lire avant d'entrer à l'école primaire, alors que bon, je suis arrivé à 2 ans et demi en Belgique. Et donc, on se dit, c'est merveilleux. Et je pense que je voulais répondre à l'image idéale de mes parents adoptifs qui voulaient faire de moi partir d'un petit pauvre et en faire un petit Européen bien éduqué et bien riche. Vous aviez la pression pour l'interview. Je pense que mes parents adoptifs, c'était dans les années 60, donc j'ai été adopté dans les années 60, voulaient réparer leur culpabilité d'être riches en Occident. Et ça, vous leur en voulez pour ça, alors que pourtant c'est un acte généreux ? Non, parce que c'est biaisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment moi, je fais une distinction entre le désir et l'amour. Le désir d'enfant, parce qu'on parle souvent de ça dans l'adoption, le désir d'enfant, c'est souvent le désir donc pour les parents d'avoir un enfant. Mais pour moi, l'amour, c'est quelque chose de réciproque. C'est bien pour ça que j'ai eu tellement de problèmes avec mes parents adoptifs que j'ai décidé par après d'adopter à mon tour. Je pense qu'en Occident,
on montre trop d'images négatives des pays du Sud, pour que ce soit Haïti, l'Inde, l'Afrique. Et je pense que ça crée une culpabilité chez l'Européen. Et de ce fait-là, même s'il peut avoir d'autres enfants, il doit réparer cette culpabilité. Parce qu'il y a quand même, au niveau des médias, on montre quand même très souvent... Mais où est le mal, selon vous? Effectivement, c'est ce que Danielle nous a raconté. Elle a vécu en Haïti, elle a vu la tristesse, et un jour, elle s'est dit que peut-être, si elle pouvait adopter un enfant... Le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre la misère et la pauvreté. Hein, j'en parle de ça dans mon livre, puisque je relate dans ce livre cet échec cet échec de l'adoption. Et j'ai vécu en Inde, je suis retourné à l'âge de 26 ans en Inde, et je me suis bien rendu compte que toutes les images, disons, de misérabilistes qu'on m'avait montrées de l'Inde étaient fort limitées. C'est vrai que quand on arrive à Bombay, à l'aéroport de Bombay, c'est vrai qu'on est choqué. Mais par après, quand on vit avec les Indiens et qu'on se rend compte qu'ils ont finalement une autre sensibilité, je trouve une autre manière de concevoir la famille, beaucoup moins culpabilisante qu'ici. C'est pour ça que vous vous sentez indien et pas du tout européen, quoi. Mais ça, je peux même pas le dire. Quand vous parlez de l'Inde, vous avez le visage qui s'éclaire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Vous êtes sorti chez vous quand vous êtes vous savez pourquoi? C'est-à-dire que, indien, pourquoi est-ce que je me sens plus indien qu'européen? C'est parce qu'en Inde, ils me disent que je suis l'enfant du pays, que je suis né là-bas, et si vous voulez, le respect qu'ils ont pour moi, il est affectif. Quand je dis que j'ai été éduqué en Europe, les Européens me disent, tu as été éduqué ici, tu vis dans le confort, tu es universitaire, tu as un beau métier, etc. Et ce n'est pas affectif, mais c'est plutôt cérébral. C'est-à-dire que ce respect vis-à-vis de moi est plutôt cérébral et pas affectif. En fait, ce que vous reprochez à vos parents, que ce soit vrai ou pas de leur point de vue à eux, en tout cas, c'est que c'est pas de l'amour qu'ils vous ont donné, mais que c'est un acte intellectuel ou politique. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un acte, disons, de réparation. Et que là, il ne peut pas y avoir une relation véritable de parent-enfant sur ces bases-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais pourquoi aller jusqu'à couper les ponts avec eux? Ne plus vouloir les voir, parce que c'est de votre fait, hein, ça. Non, c'est pas de mon fait, c'est que je crois qu'il n'y a pas la possibilité d'échec en adoption. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour admettre cette difficulté d'être adopté et la difficulté aussi d'être adoptant. En fait, la situation idéale, c'est qu'on puisse demander à un enfant s'il veut être adopté, même s'il a 2 ans et demi, quoi, et qu'il puisse être en un état intellectuel de pouvoir répondre. Je crois que de toute façon, il n'a pas l'état intellectuel de répondre, et c'est bien ça le problème. C'est que je me suis rendu compte impossible. C'est impossible. Et vous regrettez tout ce que vous avez vécu? Vous avez quel sentiment pour les parents qui vous ont élevé? C'est-à-dire qu'il y a différents sentiments. Je crois que c'est même pas seulement dans les familles biologiques. Il y a ce sentiment, disons, moi, c'était d'abord une certaine colère, parce que j'avais l'impression qu'ils m'ont vraiment arraché à mon pays d'origine. Et instrumentalisé ou... J'ai l'impression, oui. Ah ouais, carrément, vous allez loin, quoi. Ouais. Daniel a écouté ce jeune homme qui... on comprend que c'est une souffrance qui est profonde. Mais ce que je veux dire quand même aussi, c'est qu'on passe par différents états. C'est vrai qu'au départ, j'ai éprouvé de la colère, maintenant une certaine compassion, mais ma mère, je la comprends, ma mère adoptive, je dis quand même ma mère, ma mère adoptive, ne peut pas admettre cet échec, parce qu'au départ, il y a une idéalisation d'adoption. On veut rendre un enfant venant du tiers-monde riche, si tu veux, riche dans le confort, parfait. Et en même temps, moi, je répondais à cette image de l'enfant parfait. Vous étiez quelque chose avant d'être quelqu'un, en fait. Voilà, c'est ce que vous dites. Ça, oui. Et alors, c'est pour ça que... Vous n'avez pas peur que Soraya, un jour, se pose des questions comme celle-ci? Stéphania, pardon. Oui, bien sûr. En fait, je comprends parfaitement ce que dit Christian, et c'est une chose à laquelle nous devons, en tant que parents adoptifs aussi, on doit vraiment réfléchir à ça. Pourquoi est-ce qu'on adopte un enfant qui est aussi différent de nous? On sait très bien que quand on sort dans la rue, tout le monde le verra. Et comment est-ce qu'on va le vivre? On aurait pu très bien adopter un enfant dans un pays, par exemple en Russie, qui nous aurait plus ou moins ressemblé, etc. Bon, il s'est avéré que moi, j'avais vécu en Haïti. Donc ce n'est pas par hasard. Vous avez vécu en Haïti, vous avez vu la pauvreté, la misère, tout à fait. Et donc ça vous a marqué. Voilà, et j'avais un lien avec ce pays que j'aime énormément. J'y ai encore de la famille. Et
pour moi, c'était important de pouvoir parler du pays de mon enfant à mon enfant et de façon positive, même si je crois que vous avez tout à fait raison, on parle beaucoup de ces pays de façon extrêmement négative et je comprends aussi ce que vous avez dit quand vous parlez de pauvreté, oui, la pauvreté qui n'est pas forcément la misère. Je sais qu'en Haïti, les gens sont extrêmement pauvres, mais ils sont extrêmement dignes. Et extrêmement riches aussi. Et ils sont extrêmement dignes. Parce qu'il y a aussi la richesse intérieure, il n'y a pas seulement la richesse matérielle. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça dont on ne parle pas assez, à mon avis, voilà. dans les médias. Et on ne nous éduque pas suffisamment aussi à l'école à nous montrer ces pays qui ont une richesse extraordinaire, mais qui n'est pas effectivement matérielle et matérialisable. Enfin. Oui. Vous regrettez d'avoir été adopté? Oui. Ça fait réfléchir. On va donner la parole maintenant à Frédéric qui est avec nous dans cette assemblée. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous avez été adopté au même âge que Christian d'ailleurs, à 2 ans et demi, à peu près à l'âge de Stéphania, pardon. Est-ce que vous êtes senti vous aussi déraciné en grandissant? Ah, pas du tout, bien au contraire. Moi, je trouve que une réussite totale, complète. Effectivement,